Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit. Une quarantaine de victimes ayant droit dans la région de la Nawa reçoivent des chèques. L'expression de la compassion de l'État. La ministre de la Solidarité était hier à Soubré. Mariatou Koné appelle au pardon et à la cohésion sociale, un message bien perçu par les populations. Dans l'actualité politique, le président du Sénat lance un appel à adhérer au RHDP. Il était dans le centre du pays. Janoa Ousoukwadio a rencontré les chefs traditionnels des départements de Toumoudi et Djekanou. Il était avec des cadres du RHDP qui a su renforcer ainsi les bases du parti dans ces localités. Et puis ce dimanche, les Tunisiens étaient appelés aux urnes. 24 candidats en liste pour la présidentielle. On annonce une faible participation, 45%. C'est bientôt l'heure des résultats. On parle déjà de vote sanction contre le pouvoir en place et les partis traditionnels. Ils ont perdu des proches au cours des crises que le pays a traversées. Aujourd'hui, c'est l'heure des réparations. L'État exprime sa compassion à 43 victimes ayant droit dans la région de la Nawa. Ils ont reçu des chèques des mains de la ministre de la Solidarité. Mariatou Koné en a profité pour appeler au pardon. Sam Kona. Pardon pour ce que vous avez subi au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous acceptiez de pardonner, malgré vos douleurs, malgré ce que vous avez ressenti, malgré ce que vous ressentez encore, parce qu'il y a des victimes qui ont encore des séquelles. Ces mots de Mariatou Koné traduisent toute la compassion et la solidarité de la nation ivoirienne aux populations de la région de la Nawa, surtout aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Des populations qui ne sont pas restées insensibles à ce message. D'ailleurs, elles disent avoir pardonné depuis. On ne peut pas rester toujours dans cette affaire de dire qu'on va garder rancœur. Donc nous sommes venus pour non seulement dire à Madame la ministre que nous avons pardonné. Donc nous sommes là au nom de la réconciliation. Ces chèques, dont les montants varient entre 150 000 et 1 million de francs CFA, remis par Mariatou Koné, traduit le soutien financier du gouvernement aux victimes et ayant droit. C'est mon frère qui est décédé pendant la crise. Ce sont ses enfants. Je prends l'argent là pour aider les enfants. J'ai dit merci aux femmes ministres, aux chefs d'État. Voilà. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté fait toutefois cette précision et appelle les uns et les autres à la culture de la paix. La famille te choisit pour prendre l'argent, mais c'est prendre l'argent pour remettre à la famille et répartir dans la famille conformément aux règles de la famille. Mais ce n'est pas prendre pour soi-même, c'est prendre au nom de la personne décédée pour la famille. Dans quelques mois, nous serons appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Nous devons désormais mettre notre pays à l'abri de tout ce qui peut compromettre sa cohésion et tout ce qui peut compromettre sa marche vers le progrès et vers la prospérité. Après Soubré, Mariatou Koné a mis le cap sur Douokoué pour une autre cérémonie de remise de chèques aux ayants droit de la région du Guémon. Et des actions de l'État en faveur de la cohésion sociale, l'État qui poursuit sa politique de réduction de la mortalité maternelle et infantile, une trentaine de médecins en pédiatrie, gynécologie, obstétrique en formation. L'objectif est de réussir la prise en charge du couple mère-enfant. Ils ont fait des exercices pratiques hier au CHU de Yopougon. Les explications de Salimatou Dia. Une simulation médicale d'une réanimation néonatale, d'une crise de la femme enceinte dans un contexte d'hypertension, des cas de figure que rencontrent au quotidien les médecins et qui peuvent entraîner des cas de décès. Pour réduire la mortalité maternelle et infantile, ils sont une trentaine de pédiatres et gynécologues à être formés sur la prise en charge pratique des principales pathologies meurtrières de la mère et de l'enfant. L'objectif essentiel, c'est d'essayer de prévenir ces complications en les détectant de façon très précoce, de faire le diagnostic cliniquement, mais aussi d'utiliser les moyens comme l'échographie, qui est un outil très important de diagnostic qui fait partie de l'examen clinique pour le gynécologue, pour le médecin omnipraticien qui peut l'utiliser, pour le pédiatre qui peut faire des diagnostics avancés dans l'échographie. Et c'est cette formation à partir de la simulation qui va permettre aux collègues ivoiriens de se familiariser avec ces techniques
pour faire le diagnostic et faire le traitement adéquat au moment où il le faut. Mettre à disposition de la population des médecins capables de reconnaître et de prendre en charge ou de référer les urgences sanitaires, c'est aussi un des objectifs de cet atelier. Les formateurs doivent renforcer les compétences des étudiants, des apprenants par cette technique et favoriser la prise en charge des nouveau-nés, des enfants et puis l'étendre aux adultes également. Ce renforcement de capacité par des experts marocains au centre de simulation Mohamed VI du CHU de Yopougon entre dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Une coopération Sud-Sud qui permet au pays de mettre en œuvre ses politiques de développement. La Côte d'Ivoire veut accélérer la transformation de l'anacarde. La question abordée dans le Dimanche Magazine avec Hamza Diaby. Tous les moyens sont mis en œuvre pour atteindre l'objectif. C'est ce qu'indique l'invité Michel Malan. Il est conseiller technique au ministère de l'Industrie. Concomitamment à la réforme, n'est-ce pas, le gouvernement a adopté aussi le programme de développement de la transformation locale de l'anacarde, vu les potentialités que regorge, n'est-ce pas, la filière. Et ce programme comporte plusieurs composantes, dont les accompagnements, n'est-ce pas, au plan technique, managérial et la qualité. L'accompagnement aussi des structures, des infrastructures de la qualité et des accompagnements aussi au plan financier pour aider les transformateurs à avoir acquis la matière première, n'est-ce pas, pour la transformation. Disons que le programme a été bâti après une série, n'est-ce pas, de concertations des acteurs pour identifier les contraintes. Et donc, les problèmes. Les problèmes. Et donc, c'est au vu de ces problèmes, n'est-ce pas, que nous avons mis en place les différents composants pour adresser, n'est-ce pas, ces difficultés. Alors, on avait commencé, n'est-ce pas, avec, en 2015, avec environ 30 000 tonnes, n'est-ce pas, de noix brutes transformées. En 2015, n'est-ce pas, nous étions à environ 40 000 tonnes de noix brutes transformées. Et en 2018, nous sommes à 68 000 tonnes en 68 000 tonnes de noix brutes transformées. Ce qui fait à peu près 9%. À peu près 9%. Même pas les 10%. Mais il faut noter que ces 9%, c'est parce que la production agricole, n'est-ce pas, croît beaucoup plus vite que, n'est-ce pas, les capacités qu'on a installées. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire la promotion de l'investissement afin d'avoir plusieurs investisseurs, n'est-ce pas, dans le secteur. Dans l'actualité politique ce soir, le président du Sénat est en tournée de mobilisation. Jeannot Ahoussou-Kouadio appelle à adhérer au RHDP. Il a rencontré la chefferie des départements de Toumoudi et Djekano. Il leur a expliqué les valeurs que prône le RHDP. Il s'agit entre autres de paix et de cohésion sociale. On fait le point avec Léon Brou. 342 leaders de communautés, des chefs de village et de tribus, des présidents de jeunes et présidentes de femmes à l'écoute du président du Sénat. Pas maille à partir pour Jeannot Ahoussou-Kouadio. Quant à sa nouvelle conviction politique, le RHDP, le parti des héritiers pour poursuivre l'œuvre d'union, de paix et de cohésion du père de la nation. En indiquant pour héritier le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, le président du Sénat demande auprès du dernier cité l'intercession des chefs coutumiers. Objectif, retour du président du PDCI RDA à la famille des oufouettistes pour la consolidation de la paix. Le président Alassane Ouattara et le président Bédié sont retrouvés en exil. Comment est-ce qu'ils ont pu se remettre ensemble pour ramener le pouvoir à Yamoussoukro? Oui, chez Oufoué-Boigny. Alors il faut que tout s'arrête, qu'on revienne aux fondamentaux qui ont caractérisé, qui ont construit la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la paix, la fraternité entre les Ivoiriens, et puis le vivre ensemble. Selon le porte-parole, le député Ndri Antoine, les chefs coutumiers vont œuvrer au rapprochement des frères. Jeannot Ahoussou-Kouadio se veut engagé pour le rayonnement du RHDP et entend mobiliser toutes les énergies du grand centre comme les ministres Raymond Dogoudou Kofi et Amédée Kouakou. Nous renforçons nos bases. C'est une autre phase que le président Ahoussou vient d'accomplir ici, après Didier Vie, après Thiébissou. Nous nous sentons encore plus forts, la vie est belle. Et nous continuons ensemble. Nous sillonnons ce pays depuis des mois pour prôner la paix et la réconciliation. Et notre aîné est avec nous, c'est tout ce que nous recherchons. Nous disons que la paix est là, il faut l'amplifier. Nous sommes ici à Toumoudi pour implanter
solidement le RHDP. Entre autres adhésions au RHDP enregistrées à cette rencontre, celle du candidat du PDCI RDA aux dernières élections municipales à Tibissou. Et à Divo aussi, un appel à adhérer au RHDP lancé. Le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement prône les idéaux de ce parti. Il entend investir le terrain pour passer le message de vivre ensemble et de paix. Soro Corona. À 13 mois de l'élection présidentielle de 2020, les structures et mouvements de soutien au rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix, RHDP, peaufinent des stratégies sur le terrain. À Sakra-Kourou, dans le canton Gagba, sous-préfecture de Divo, le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement, LRD, à la rencontre de la jeunesse. À travers des motions, les jeunes des villages du canton ont exprimé leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, à son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et au RHDP. Nous, jeunes du canton Gaba, rendons un hommage mérité au président son Excellence Alassane Ouattara pour avoir transformé la Côte d'Ivoire en moins de 10 ans de gouvernance. Le président du mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement est revenu sur les réalisations dans la région du Lodibois. Ali Badara Konaté a exhorté le peuple d'Ida à croire en la politique de développement mise en place par le RHDP. Nous sommes venus déjà à Sakra-Kourou, il n'y avait pas de route. Nous sommes venus aujourd'hui à Sakra-Kourou, il y a la route. Et ça, c'est grâce à Alassane Ouattara. Nous devons nous engager pour le RHDP. Parce que le RHDP, justement, c'est le rêve de Félix Houphouët-Boigny. Le rêve de l'unité, du rassemblement de tous les fils de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus vous dire de faire confiance à Alassane Ouattara, de rentrer dans le RHDP, de vous faire inscrire sur les listes électorales. À Sakra-Kourou, le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement a lancé le projet d'autonomisation des jeunes et des femmes en milieu rural financé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des semences, des produits phytosanitaires et autres équipements agricoles ont été distribués. Le football, facteur du rassemblement, a ponctué cette cérémonie. Et c'est justement cela, le sport aussi, facteur de rassemblement et de cohésion sociale. C'est d'ailleurs l'objectif d'un tournoi dans la ville de Zikisso, c'est de la région du Lodibois. C'est le ministre des Sports qui a présidé la finale. 26 équipes étaient en compétition, dont Paulin exhorte les populations à accompagner les initiatives de paix et de développement. Mamadou Kwasi. Football, facteur de cohésion sociale et de retrouvailles. C'est autour de cet idéal que les filles et les fils de Zikisso sont retrouvés. Un tournoi de football qui a réuni l'ensemble des villages de cette sous-préfecture du département de Lakota. La finale de ce tournoi, qui a regroupé 26 équipes, a vu la présence du ministre des Sports, Claude Daopolin. Cette activité était l'occasion pour le député maire de Zikisso, Noël Abadi, de présenter les actions menées pour accompagner les initiatives de paix et de développement entreprises par le président de la République, Alassane Ouattara, et par son gouvernement. Le ministre des Sports, Daopolin, a salué l'esprit de solidarité et de cohésion qui ont prévalu au cours de ce tournoi de football. Il a également saisi l'occasion pour inviter les chefs traditionnels à œuvrer davantage pour maintenir le climat social apaisé pour le développement de la sous-préfecture. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le sport qui nous rassemble. Mais le sport est le meilleur moyen d'être le creuset de la cohésion et de la fraternité. Vous avez eu raison de choisir désormais de vous tourner vers le développement. Le gouvernement a décidé que dans chaque commune, on ouvre un guichet emploi pour aider les jeunes à prendre leur destin en main. Le ministre Claude Daopolin a été fait pour l'occasion chef d'Ida, avec pour nom de règne Gobak Beyi, nom de guerrier bâtisseur de Zikisso. Je vous conduis à présent dans le village de Bessedi-Briand, environ 50 km d'Abidjan, la capitale économique. C'est la première édition du Mafa Festival, un événement qui attire de nombreux visiteurs et touristes. Le ministre du Tourisme a pris part à la fête. Siandou Fofana a exprimé son soutien aux organisateurs. Le reportage de Jana Toubé. La mutuelle pour le développement de Bessedi-Briand a réussi le pari de placer le Mafa Festival sous la présidence effective du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Cette localité de 25 000 habitants dans la région de Lamé a accueilli du monde pour la circonstance, des visiteurs et des touristes venus de toute la Côte d'Ivoire. Le Mafa Festival, événement de valorisation du patrimoine culturel du pays acquis, mais surtout attraction touristique. C'est ma première fois d'assister au Mafa, mais c'était bien. C'est pas facile d'y arriver, mais je suis arrivée.
J'espère que Dieu exaucera mes vœux. C'est joyeux, il y a une puissance dedans, ça m'a donné la force. Parce que tout le monde n'a pas y arrivé, mais j'ai fait un effort et je suis arrivé. Vraiment, ça m'a donné la joie. Tout ce que la région acquiert compte de richesses agricoles, culturelles, traditionnelles, son art culinaire, ses mets singuliers, notamment le biokosseux, ont été présentés dans tous leurs fastes. Mais l'intérêt du Mafa Festival est surtout les mythiques montagnes, les monts Mafa. Plus de 5000 festivaliers, selon les organisateurs, étaient candidats à la montée de ces montagnes. Des jeunes, des femmes, des enfants et même des personnes plus âgées. Qu'ils aient atteint ou non le sommet des monts Mafa, chacun a pu avoir sa part d'émotion, sa part de bonheur aussi. Le Mafa Festival va se remettre dans un format à 2 jours, un vendredi et un samedi. Et là, nous faisons appel aux opérateurs économiques, aux sponsors. Je fais appel également aux professionnels de l'événementiel qui s'associent au Mafa Festival de sorte que nous ayons une manifestation totalement professionnelle et qui donne envie de revenir. Un élan nouveau d'un festival du mont Mafa qui peut changer la vie de cette belle cité et qui peut générer des ressources encore. C'est pourquoi je m'empresse de dire merci aux initiateurs et à l'ensemble de tous les sponsors et accompagnateurs pour rendre possible ce rêve. Pour l'engouement que cette première édition du Mafa Festival a suscité chez les populations, les organisateurs veulent en faire un circuit touristique. Le Mafa Festival peut compter sur son atout, la proximité. C'est que Bessédi-Brignan est à seulement 50 km d'Abidjan et l'accès est très facile. Reste maintenant aux organisateurs de bien communiquer autour de l'événement et de régler la question de l'accueil des touristes et visiteurs par la construction d'un réceptif hôtelier répondant aux normes du ministère du Tourisme et des Loisirs. La première édition du festival qui vise à faire la promotion des atouts touristiques du pays, 10 régions de la Côte d'Ivoire se mettent également ensemble pour magnifier le riche patrimoine culturel du pays. C'était la 5e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. L'événement tenu à Yopougon la semaine dernière, un espace pour promouvoir les rythmes et activités touristiques du terroir. Voyons cela avec Serge Coléa. Tableau artistique rythmé, multiforme et multiculturel que celui offert par le CEDAC, le Club des Amis de la Culture, à l'occasion du défilé de clôture de la 5e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture. Des troupes venues entre autres du Tompi, du Nzi, des Grands Ponts, du Haut-Sassandra, du Poro, du Bunkani, ont plongé les milliers de spectateurs dans la ferveur des rythmes et valeurs du terroir ivoirien. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie, en partenariat avec la mairie du Yopougon, le Conseil de l'Entente et le CEDAC, Club des Amis de la Culture, la SNAC 2019 met en valeur le patrimoine culturel national dans toute sa diversité. La culture précède le développement. Parce que les peuples les plus avancés de notre planète sont ces peuples-là même qui, hier, ont accordé à leur patrimoine culturel la place qui lui revenait. L'objectif de choisir les arts et la culture comme pilier de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire avec la SNAC est véritablement atteint, car voyez-vous, pendant 3 jours, c'est 10 régions qui se retrouvent, 10 cultures différentes qui se côtoient du matin au soir, et vraiment nous sommes satisfaits. Toutes les 10 régions ont été félicitées pour leur engagement dans la réussite de cette activité phare du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le meilleur stand est notamment revenu à la région du Bunkani pour son originalité et son authenticité.
Organisée du 5 au 7 septembre 2019 à Yopougon Place en CP1, la 5e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture, a été un véritable moment de partage, de cohésion sociale et d'unité. Vive donc la 6e édition. La haute autorité de la bonne gouvernance sollicite le Conseil supérieur des imams. L'institution appelle le COSIM à les aider dans la lutte contre la corruption. Les deux entités ont abordé la question à l'occasion d'une rencontre. C'était la semaine dernière. Des explications avec Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Pour faire connaître le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance rencontre le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Il veut les former aux actes de corruption et leurs conséquences en vue de les amener à s'impliquer davantage dans la prévention et la lutte contre ce fléau. La lutte contre la corruption ou contre les mauvaises pratiques ne peut être possible que dans une société où la morale est vraiment assise très forte. Et vous savez que les religieux, que ce soit les catholiques, les musulmans, les haristes, que nous sommes en train de rencontrer au fur et à mesure, ce sont des autorités morales. Ces autorités morales-là sont censées faire mieux passer les messages concernant la moralisation de la vie publique. Une initiative jugée opportune par les imams qui s'engagent contre la corruption et les infractions assimilées. Cette année, nous avons fait de la conférence des imams. Le thème principal de la conférence, c'était l'éducation et la moralisation de la société. Ça veut dire que le sujet déjà nous préoccupe, nous. Nous sommes en train de nous préparer pour faire descendre ces enseignements à travers nos mosquées, avec nos imams et tous les actions de prédication que nous allons mener dans nos pays. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance souhaite que les guides religieux s'impliquent dans la sensibilisation des fidèles à la lutte contre la corruption. Ils étaient en terre sainte d'Arabie Saoudite pour le Hajj. 84 pèlerins musulmans de retour de la Mecque célébrés à Boisflé. C'était à la grande mosquée de la ville. Ils ont fait des bénédictions et prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Une cérémonie organisée par le Conseil supérieur des imams, nous dit Kader Sogodogo. Grande mosquée de la commune de Boisflé, région de la Maraoué. 84 pèlerins de la localité viennent d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. La communauté musulmane de Boisflé a tenu à les féliciter pour l'accomplissement de cet acte hautement spirituel à travers une réception. Les différents intervenants ont encouragé les pèlerins et les invitent à conserver les acquis de leur séjour en terre sainte. Parrain de la cérémonie, Isiaka Kone, cadre de la région. Pour l'occasion, il a offert un préau de 2000 places au sein de la grande mosquée. Cette année, ça a été une année très heureuse à la grâce de Dieu et ça a été une très bonne chance pour notre fils nommé Isiaka Kone qui s'est donné totalement à l'islam, donc qui a mis à la disposition de l'islam tous ses biens. Cette organisation cette année a été plus que parfaite. Et les pèlerins l'ont démontré aujourd'hui. Ils ont prié pour la Côte d'Ivoire, prié pour le président de la République et prié pour toute la population ivoirienne. La réception des pèlerins du Hajj à Boisflé est à sa 25e édition et fait école dans plusieurs localités de la Maraoué. Des pèlerins chrétiens ont marché dans les pas des saintes. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel de la Vierge Marie. C'était lors du pèlerinage à Lourdes en France. Ces pèlerins ont organisé une messe d'action de grâce pour prier pour le pays. Et Jana Toubé. Comme en réponse à l'appel de la Vierge Marie, les fidèles en procession se rendent à la grotte les bras chargés d'offrandes. Le plus grand nombre de ces chrétiens catholiques fait partie du contingent des pèlerins de retour de Lourdes. Ils étaient conduits sur les pas de Bernadette par l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Je demande à toutes mes sœurs, à tous mes frères qui prient, qui se disent chrétiens aujourd'hui, d'être à l'écoute de son prochain. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'Intérieur et la direction des cultes qui a pris en charge 58 pèlerins parmi les 120 que nous étions. Des pèlerins qui ont vécu à Lourdes une relation particulière à Marie, à qui ils ont confié leur pays, la Côte d'Ivoire, son président et ses dirigeants.
Auprès de la Sainte Vierge, ils ont intercédé pour la paix et la concorde en Côte d'Ivoire. Les fidèles présents à l'Eucharistie de ce dimanche sont des pèlerins transformés après un long cheminement spirituel sur les pas des saintes Bernadette, Thérèse et Catherine Labouré. Un parcours ponctué par un cœur à cœur à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre et une retraite dans le silence et le détachement au Centre Port-Royal à Rambouillet. Leur chant à la gloire de Dieu et leur dévotion à la Sainte Vierge sont un témoignage et engagement à toujours suivre le Christ. Il faut apprendre à se détacher de notre être, de nos biens, pour que seul Dieu soit le seul choix possible, qu'il puisse nous permettre d'aboutir à un avenir meilleur. Chaque année au mois d'août, ce sont des centaines de chrétiens catholiques ivoiriens qui répondent à l'appel de la Vierge Marie à Lourdes en France. Le thème de cette année, Heureux vous les pauvres, est un appel aux chrétiens conscients de son baptême à jubiler du bonheur que lui réserve Dieu dans son royaume. Ce dimanche, l'actualité sur le continent est marquée par la présidentielle en Tunisie. 24 candidats étaient en lice, un faible taux de participation, 45%. Les premiers résultats attendus, mais avant d'en savoir plus, faisons le point de ce qui a marqué le monde cette semaine. Le 7 sur 7, Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Quelques 600 Nigériens doivent être rapatriés après la vague de violences xénophobes en Afrique du Sud, qui a fait 12 morts depuis la semaine dernière, a annoncé le lundi 9 septembre le consul nigérien en poste à Johannesburg. La compagnie aérienne RPC commencera l'évacuation mercredi avec les 320 premiers passagers et un autre avion sera affrété aussitôt après. Après une énième divergence, cette fois-ci sur le dossier afghan, le président des États-Unis d'Amérique a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son conseiller à la sécurité nationale John Bolton ce mardi 10 septembre. Dans un tweet, Donald Trump a indiqué avoir informé l'intéressé qu'il n'avait plus besoin de ses services à la Maison-Blanche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé un nouveau revers ce mercredi 11 septembre, ce après que la justice écossaise a déclaré illégale la suspension du Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines seulement avant la date du Brexit. Le gouvernement a aussitôt annoncé faire appel auprès de la Cour suprême à Londres. Ce jeudi 12 septembre, une catastrophe ferroviaire en République démocratique du Congo a fait plusieurs morts. Le président de l'intersyndicale de la Société nationale des chemins de fer, Victor Umba, a apporté des précisions sur les circonstances de la catastrophe. Il s'agit d'un train de marchandises. 2 wagons se sont couchés. Ceux qui sont morts dans ce déraillement seraient des clandestins. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur Thomas Thévenoud, rendant définitive sa condamnation après avoir omis de déclarer ses revenus. Thomas Thévenoud a été condamné en appel le 31 janvier 2018 pour fraude fiscale à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité, comme son épouse. Après plusieurs jours de tractation, l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe sera finalement inhumé en octobre à Harare. Un accord a été trouvé entre la famille du défunt et le gouvernement. Il sera conduit à sa dernière demeure au Champ des Héros, comme le souhaitait le gouvernement. Ce samedi 14 septembre, un hommage lui est rendu au Stade national des sports de Harare. Ce dimanche 15 septembre, l'élection présidentielle en Tunisie s'annonce incertaine. Aucun candidat évident ne se détache. Si les observateurs extérieurs s'intéressent aux résultats du candidat du parti islamiste modéré Ennahda, de nombreux Tunisiens semblent séduits par la figure controversée du publicitaire Nabil Karoui, champion autoproclamé des pauvres arrêté le mois dernier dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Et ajoutons que les résultats sont toujours donc attendus. Une présidentielle avec un taux de participation jugé faible, 45%, 24 candidats
en lice. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.rti.ci et RTI Info. Bonsoir.